La vague d'attentats anti-israéliens s'est déplacée en Cisjordanie aujourd'hui. Un Israélien tué, 3 autres blessés dans des attaques près de Hebron et dans le Gush Etzion. Affrontement également meurtrier à Gaza et dans le secteur de Bethléem. Nous y revenons largement dans un instant. Les Palestiniens comptent demander à l'UNESCO demain de faire reconnaître le mur des lamentations comme partie intégrante de la mosquée d'Al-Aqsa. La décision n'est pas prise, mais elle est déjà rejetée par la direction de l'UNESCO et plusieurs pays européens. Colère évidemment des Israéliens. L'élection du président de la FIFA aura bien lieu le 26 février prochain, mais pour l'instant, la candidature de Michel Platini ne sera pas examinée en raison de sa suspension provisoire. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir, c'est une visite surprise qu'effectue aujourd'hui dans la région le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Il est à Jérusalem depuis cet après-midi, il sera demain à Ramallah. Il doit s'exprimer dans quelques instants et vous l'entendrez en direct aux côtés de Benyamin Netanyahou qu'il est en train de rencontrer afin d'essayer de faire retomber les tensions et les violences qui se déroulent et qui ensanglantent la région depuis maintenant près d'un mois. Des violences qui se sont d'ailleurs aujourd'hui concentrées dans le secteur de Hebron et du Gush Etzion. Plusieurs attentats qui ont eu lieu au cours de cette journée, attaques au couteau, à la voiture bélier, des jets de pierre qui ont fait un Israélien tué et 3 autres blessés. Tous les auteurs ont pu être soit interpellés, soit abattus. Le récit de cette journée, Joseph Emmanuel. Des pneus brûlent encore, des pierres sont jetées sur des soldats. Nous sommes à l'entrée de Ramallah. Les violences perdurent en Israël comme en Cisjordanie et provoquent le déplacement dans la région de Ban Ki-moon. Le secrétaire général de l'ONU est venu dire à toutes les parties que trop, c'est trop. Le haut diplomate frappe donc du poing sur la table, mais les parties ne semblent pas à l'écoute de l'appel onusien. 3 attaques ont eu lieu dans la région de Hébron ce mardi. Dans la matinée, un Palestinien poignarde un soldat israélien. Il est abattu sur le champ. Abattu sur le champ également, le terroriste qui a lancé sa voiture sur un groupe de soldats avant de tenter de les poignarder. Bilan, quelques blessés. Le ministre de la Défense s'est rendu à l'hôpital pour les voir. Toujours dans la région de Hébron, un homme aura eu moins de chance aujourd'hui. Quand sa voiture essuie des jets de pierre, il s'arrête et sort. Un camion l'écrase, il meurt sur le coup. Le conducteur est un Palestinien de la région. Il affirme que c'est un accident, la police enquête toujours. Les attaques qui éprouvent les nerfs des Israéliens depuis plusieurs semaines sont pour la plupart commises par des Palestiniens de Jérusalem-Est, quand un petit nombre des attaques au couteau, commises à l'intérieur du territoire israélien, sont le fait de citoyens détenteurs de la nationalité israélienne, des Arabes israéliens qui souvent se considèrent comme Palestiniens. La vague de violence qu'essuie Israël depuis plusieurs semaines n'empêche pas le gouvernement Netanyahou de continuer les arrestations ciblées. Tôt ce matin, des soldats israéliens ont arrêté Hassan Youssef, l'un des principaux chefs du Hamas en Cisjordanie. Il est le père de Mossab, devenu célèbre pour avoir longtemps travaillé avec les renseignements israéliens. Une dizaine de soldats israéliens ont également participé la nuit dernière à la démolition d'une maison. Maher al-Aslamoun vivait ici il y a 1 an. Il avait attaqué à la voiture bélier des piétons avant de les poignarder. Une femme perdait la vie. La démolition de sa maison se fait donc 1 an après son attaque. De nombreuses associations d'extrême gauche ont tout fait pour éviter cette destruction. Mais particulièrement aujourd'hui, le gouvernement israélien se durcit et envoie un message clair à ceux qui prévoient d'attaquer. Alors, Daniel Haïk, bonsoir. On attend d'un instant à l'autre donc la communication que doivent faire ensemble Ban Ki-moon et Benyamin Netanyahou. Mais un mot sur ce qui s'est passé aujourd'hui. On est cette fois dans un secteur différent des précédentes vagues d'attentats. On est
entre Hébron et la Samarie. Oui, on est entre Hébron, on est dans la Judée plus exactement, on est entre Hébron et le Gush Etzion dans une zone qui est contrôlée, on peut dire, par le Hamas. Hébron, c'est le Hamas, et on peut dire que quelque part, il pourrait s'agir là d'une réponse du Hamas qui, vous le savez, au cours des derniers jours, a menacé de durcir ses actions contre les Israéliens, même à lancer des appels à des attentats suicides. Le Hamas pourrait durcir ses positions et pourrait avoir réagi durement aujourd'hui à la suite justement des deux incidents qui ont été mentionnés dans le sujet, c'est-à-dire donc la démolition de la maison du terroriste responsable de l'assassinat de Dalia Limkous il y a de cela 1 an, et puis donc ça c'est le premier point. C'était donc c'est ce point important qui et puis aussi toute la tension mentionnée au cours des derniers jours. Le Hamas est mécontent de ce qui se passe dans les territoires. Il veut durcir ses opérations et il n'est pas impossible que d'une certaine manière ce qui s'est produit aujourd'hui eh bien soit l'acte non programmé mais en tout cas encouragé par le Hamas de la part de Palestiniens proches du mouvement. C'est donc la région propice pour le Hamas pour commettre ce genre d'attentat. On se rappelle que le Hamas était responsable de l'attentat qui a coûté la vie du kidnapping et de l'attentat qui a coûté la vie aux 3 jeunes Israéliens. C'était dans cette même région du Gush Etzion, et donc on veut quelque part du côté du côté du Hamas, y compris en plus après l'arrestation ce matin, c'est ce que je voulais dire, de Kamal Youssouf, de Hassan Youssouf, qui est l'un des responsables du mouvement. On dit après ces 2 événements, la démolition de la maison et l'arrestation de ce leader, on veut absolument durcir le ton du côté du Hamas, et c'est peut-être le résultat que l'on a vu cet après-midi dans la région de Hébron et du Gush Etzion. Alors pendant ce temps-là, calme à Jérusalem, on ira tout à l'heure rejoindre notre envoyé spécial, mais donc la diplomatie reprend le flambeau, on va dire, et Ban Ki-moon est à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la visite du secrétaire général de l'ONU qu'on va écouter dans un instant? Elle reprend par la force des choses, parce que Ban Ki-moon s'est d'une certaine manière invité dans la région. Il s'est invité en Israël, du côté israélien. On va dire que on n'est pas particulièrement heureux de cette visite. On n'en attend pas grand-chose du côté israélien. Il est clair que l'ONU et Ban Ki-moon ne peuvent pas être des médiateurs impartiaux, puisqu'ils sont parti pris. Ils ont une position très proche de la position des Palestiniens et de l'ensemble du monde arabe par la force des choses. Et donc, on accueille poliment Ban Ki-moon, comme l'a fait le président Rivlin il y a quelques instants, et comme le fait actuellement donc Benyamin Netanyahou, mais on n'en entend pas grand-chose. On veut surtout, de la part, lorsque l'on s'adresse à Ban Ki-moon, lui faire comprendre que il n'y a pas que du côté palestinien on essaye de prétendre qu'outre la violation soi-disant du statu quo sur le mont du Temple, eh bien il y aurait aujourd'hui une accélération de la construction dans les implantations juives en Judée et en Samarie. Eh bien on veut convaincre du côté de Benyamin Netanyahou, on veut convaincre le secrétaire général des Nations Unies qu'il n'en est rien, qu'il s'agit là d'un nouveau mensonge de la part des Palestiniens, et qu'il n'y a pas eu de construction supplémentaire dans les implantations au cours des derniers mois. Au contraire, Benyamin Netanyahou l'a dit aujourd'hui, et cela a surpris beaucoup de gens, j'ai même moins construit que mes prédécesseurs, c'est-à-dire qu'Aric Sharon, qu'Ehud Barak et qu'Ehud Olmert. J'ai même moins construit en Judée et Samarie, et justement, d'une certaine manière, c'est ce que la droite israélienne lui reproche. On va reprendre cette discussion. On écoute justement Ban Ki-moon et Benyamin Netanyahou qui s'expriment. On va essayer de vous traduire ça évidemment simultanément, car ce doit être de l'anglais. This is because President Abbas has joined ISIS and Hamas in claiming that Israel threatens the Al-Aqsa Mosque. This, Mr. Secretary, is a total lie. Israel vigorously protects the holy sites of all faiths. Israël protège évidemment vigoureusement les lieux saints de l'islam et respecte le statu quo sur la mosquée Al-Aqsa. Les Palestiniens sont ceux qui violent le statu quo sur l'esplanade du mont du Temple.
Ils essaient violemment d'empêcher les Juifs de visiter le mont du Temple comme ils en ont le droit. Monsieur le secrétaire général, ils essaient de convaincre l'UNESCO qu'il n'y a aucun lien entre les Juifs et le mur occidental, le mur des lamentations. Ça, c'est une violation du statu quo. Nous avons les preuves des actuels attentats terroristes commis par les Palestiniens. C'est Mahmoud Abbas qui a allumé les flammes de la violence en saluant chaque goutte de sang juif versée à Jérusalem. Il continue à glorifier les auteurs de toutes les attaques terroristes commises contre des Israéliens. Chaque démocratie a le droit de défendre ses citoyens, c'est ce que nous faisons. Nous n'utilisons pas la force de manière excessive. Nous devons être soutenus dans cette lutte contre la violence et surtout dans notre volonté de maintenir le statu quo sur Jérusalem. Cela doit être reconnu par la communauté internationale. Nous voulons restaurer, je veux en parler avec vous, monsieur le secrétaire général, la sécurité et le calme pour tout le monde. C'est ce que nous voulons le plus. Je suis content de vous accueillir ici à Jérusalem pour cela et je serai ravi de rediscuter avec vous. Monsieur le Premier ministre, merci de votre accueil chaleureux. Je remercie le Premier ministre Netanyahou de m'accueillir ici dans un délai aussi court. Ce sont des temps très difficiles pour les Israéliens et les Palestiniens. Mais nous pouvons marcher ensemble pour terminer la violence actuelle et restaurer un véritable horizon politique et de paix pour tous. Je voudrais tout d'abord adresser ma sympathie aux victimes, aux familles des tués et des blessés, au peuple d'Israël qui a dû endurer la mort de nombreux de ses citoyens. Une fois de plus, ce sont des civils qui ont été visés dans des attaques terroristes. De tous âges. Je vais d'ailleurs rencontrer des familles des récentes attaques terroristes qui en ont été victimes. In the current environment, as well as the duty that weighs on you, Mr. Prime Minister, to ensure that your citizens can enjoy safety and security. Chaque citoyen a le droit à la sécurité et je sais que c'est votre préoccupation, Monsieur le Premier ministre. Over the past weeks, I have been deeply troubled by statements from Palestinian militant groups. Il y a eu de l'incitation de la part de militants palestiniens, du djihad islamique et du Hamas à la violence contre les Israéliens. Cela a entraîné ces attaques haineuses. Et je suis évidemment très concerné et très préoccupé par ce climat de violence et d'incitation. J'ai aussi condamné les attaques qui ont visé des familles et l'incendie de la tombe de Joseph la semaine dernière à Naplouse. Le président Abbas a d'ailleurs également condamné cet incendie. J'accueille favorablement votre dernière communication, Monsieur le Premier ministre, bien sûr, vous êtes prêt à préserver le statu quo sur le mont du Temple et sur les lieux saints de l'islam. Nous devons respecter cet accord qui a été conclu entre Israël et la Jordanie
Et bien sûr respecter la spécificité du lieu saint juif qui s'y trouve également, le mur occidental. J'irai également en Jordanie pour en discuter avec le roi de Jordanie à Amman jeudi prochain. Bien sûr, cela demande des mesures de sécurité très importantes. Mais attention à ce que ces mesures de sécurité ne soient pas contre-productives et ne rendent pas la situation trop compliquée. Car cela peut générer de la frustration et donc faire naître de la violence comme c'est le cas. Je demande donc à Israël, en tant qu'État démocratique, de mener toutes les enquêtes nécessaires lorsque des violences seront commises. Nous devons éviter toute escalade de la violence actuellement. Nous devons permettre les conditions d'une reprise des négociations entre les deux parties, la fin de l'occupation, et ce conflit doit se terminer grâce aux négociations. Aucune initiative individuelle d'une des parties ne conduira à cette paix et ne fera qu'envenimer les choses. Ce sont chacune des parties qui sont concernées par cette paix et personne ne peut prendre cette décision à leur place. Depuis le processus d'Oslo, nous savons que la paix est possible. Nous avons plusieurs émissaires spéciaux qui sont dévoués à cette tâche et nous espérons y parvenir. Nous sommes tendus vers cet objectif, obtenir une reprise des négociations et puis surtout arrêter cette escalade de violence. Merci à tous. Voilà, poignée de main donc entre Ban Ki-moon et Benjamin Netanyahou en direct. Alors, Daniel Haïk, on n'a pas appris évidemment grand-chose, si ce n'est quand même que Ban Ki-moon a fait très attention à ne pas froisser, on va dire, son hôte, parce qu'il a reconnu évidemment tout ce que Benjamin Netanyahou dénonce, c'est-à-dire l'incitation à la violence des Palestiniens. Et puis, et il a pris acte du respect du statu quo. C'est aussi un point important dans la communauté internationale. Il est important que l'on reconnaisse une fois pour toutes qu'il n'y a pas eu de modification du statu quo. C'est d'ailleurs ce que Benjamin Netanyahou lui a dit. Tout cela n'est que mensonge. Nous respectons les lieux saints. Jamais les lieux saints n'ont été aussi respectés que sous le contrôle d'Israël. Nous respectons le statu quo. Et c'est Mahmoud Abbas qui a allumé les flammes de la violence. Nous n'utilisons pas la force de manière excessive. Nous voulons être soutenus pour la reconnaissance du maintien du statu quo. Ce sont donc des propos que Benjamin Netanyahou voulait tenir à Ban Ki-moon, essayer de clarifier les choses, en particulier sur le maintien du statu quo sur le mont du Temple. Il semble apparemment, à travers les premiers propos de Ban Ki-moon, avoir convaincu ou persuadé Ban Ki-moon que effectivement il n'y a pas de modification. Il y a quand même un élément intéressant, c'est que bien entendu Ban Ki-moon voudrait aller plus loin. Et effectivement, il a présenté ses condoléances à la population israélienne, aux victimes du terrorisme, mais il voudrait aller plus loin, essayer d'enclencher une démarche visant à reprendre les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens, et il souligne qu'il ne peut pas y avoir d'initiative unilatérale. Et ça, c'est un point important. Cela veut dire que toutes les tentatives des Palestiniens au cours des 2 dernières années de se tourner vers l'ONU pour justement enclencher le processus de paix de manière unilatérale, sans coordination avec Israël, eh bien, elles ne sont apparemment pas bien vues du côté du secrétaire général des Nations Unies. C'est aussi un bon point, on va dire, entre guillemets, pour Israël.
Merci Daniel Haïk. Alors on reste dans la région avec ce qui s'est passé tout à l'heure du côté de Gaza. Des affrontements ont de nouveau éclaté entre des manifestants palestiniens venus donc à la clôture de sécurité. Et cela coïncidait avec une visite qui n'était évidemment pas annoncée, mais de Benyamin Netanyahou. Vous le voyez, extrêmement rare que le Premier ministre se rende avec une escorte importante. Vous le voyez dans le secteur frontalier avec Gaza. Il est venu donc constater comment les mesures de sécurité sont renforcées pour éviter ces affrontements quotidien. Le Premier ministre qui aura appris un petit peu plus tard qu'une cellule terroriste opérant depuis Gaza par le biais de snipers et tirant au territoire israélien avait été décimée par des snipers de la police israélienne. On va écouter le Premier ministre Benyamin Netanyahou à la frontière avec Gaza. La lutte pour la sécurité d'Israël, nous la menons sur plusieurs fronts. D'abord en préservant le calme sur le mont du Temple, ensuite en Judée-Samarie et à Gaza. Chacun de ces fronts peut s'enflammer et embraser les autres. Je me trouve aujourd'hui ici avec le ministre de la Défense, le chef d'état-major et les chefs du commandement sud. Et je constate que la situation est sous contrôle. Sur tous les autres fronts, nous tentons d'apaiser les tensions sur le terrain, tout en agissant contre des éléments terroristes, avec responsabilité et mesure, mais avec toute la force nécessaire, avec beaucoup de force. Et je crois que nous avons ici transmis très clairement au Hamas que nous ne tolérerons pas des infiltrations à notre frontière et toute attaque contre notre territoire. Alors, direction à présent Jérusalem, où la situation semble calme. On va en avoir confirmation tout de suite, d'ailleurs, avec Léa Berdugo, qui est sur place. Bonsoir Léa. Le calme ce soir à Jérusalem, car aucune attaque n'a été recensée jusqu'à cette heure. Exactement, la situation est plutôt calme ici, ce qui contraste avec la situation en Cisjordanie où les tensions sont à leur comble. On l'a vu aujourd'hui à Bethléem, des affrontements ont éclaté au cours de la journée entre les forces de sécurité et des Palestiniens. Au moins 5 Palestiniens ont été transportés à l'hôpital. Ils auraient été blessés modérément selon les services de secours palestiniens. Un soldat a également été blessé légèrement par un cocktail Molotov. Il a également été transporté à l'hôpital. Alors les affrontements se sont poursuivis également du côté de Ramallah, près de l'implantation juive de Bethel, entre les forces de l'ordre israéliennes et les Palestiniens également. Alors la journée a été marquée par plusieurs attaques, l'une du côté du bloc d'implantation du Gush Etzion au sud de Jérusalem et de Ramallah. 2 personnes ont été blessées dans une attaque à la voiture bélier selon la police. L'assaillant serait sorti de la police et de la voiture et aurait tenté de poignarder un soldat. Il a été abattu. Autre attaque également près de la ville de Hébron où un soldat aurait été blessé légèrement dans une attaque au couteau. L'assaillant a également été tué. Un mot, Léa, puisqu'on vient d'entendre Ban Ki-moon et Benyamin Netanyahou de ce retour de la diplomatie à Jérusalem, justement pour obtenir un retour au calme. Exactement, Ban Ki-moon est venu en émissaire de la paix ici au Proche-Orient. Il a dit qu'il soutiendrait n'importe quelle initiative, qu'elle vienne du côté israélien ou du côté palestinien, pour que la situation se calme. Alors il s'est entretenu avec le président israélien Reuven Rivlin au cours de l'après-midi. L'entretien était calme et apaisé. Ban Ki-moon a redit sa volonté d'apaiser la situation des deux côtés. Cela doit venir par les politiques, par les responsables politiques. D'ailleurs, la seule critique qui a été faite a été dans ce cadre-là, c'est-à-dire que les responsables politiques devaient appeler au calme de n'importe quelle façon. Il a déploré le manque d'horizon et de processus politique. Alors un peu plus tôt, Reuven Rivlin parlait également, lui, a critiqué la volonté des Palestiniens d'internationaliser le conflit, notamment en saisissant le Conseil de sécurité de l'ONU. Merci Léa Berdugo en direct de Jérusalem. Jérusalem où on le sait des barrages ont été mis en place entre certains quartiers de l'Est de la capitale et de l'Ouest, qui a limité évidemment les attaques, on l'a vu ces derniers jours. Mais pour faire retomber la tension dans ces quartiers arabes de Jérusalem, le gouvernement israélien a également renoncé à faire détruire une construction illégale dans un de ces quartiers. Reportage Mathias Inbar.
Cette maison est à l'abandon, au cœur de Beit Hanina, quartier palestinien au nord de Jérusalem. Une maison bâtie sans permis de construire. Cela fait 10 ans que la justice israélienne et la mairie de la capitale se disputent autour de la destruction des lieux. Une destruction qui aurait finalement dû avoir lieu ce lundi soir. Mais au dernier moment, un certain Benyamin Netanyahou s'y serait personnellement opposé, officiellement pour ne pas rajouter de l'huile sur un quartier déjà ardent. Une décision incompréhensible pour ce conseiller de la mairie de Jérusalem. Il n'y avait aucun problème sécuritaire à détruire cette maison. La police nous l'avait affirmé. Mais le Premier ministre s'est ingéré dans cette affaire de manière vulgaire. Tout ce qui se passe depuis quelques semaines est le résultat de l'intervention de Benyamin Netanyahou dans la gestion quotidienne de Jérusalem. Le bureau du Premier ministre israélien estime quant à lui que la décision lui incombe, comme si Jérusalem appartenait davantage au gouvernement qu'à son maire, insinue Aryeh King, pourtant marqué très à droite de l'échiquier politique. Bibi ne peut pas dire à quelqu'un de rouler à 200 km/h pour arriver à l'heure au cabinet des ministres. Il y a des lois en Israël. La maison n'avait pas de permis de construire, la justice l'a prouvé. Qui est le Premier ministre pour avancer des raisons politiques pour justifier sa décision ? Ici à Beit Hanina, dans les quartiers palestiniens de Jérusalem, la frontière entre justice et politique est particulièrement mince. Dans l'actualité également ce soir, le feuilleton de la FIFA. Nouveau rebondissement aujourd'hui. À la fois la date de l'élection du prochain président reste fixée au 26 février. Mais pour l'instant, la candidature de Michel Platini n'est pas retenue. En tout cas, pas tant qu'il reste suspendu, on le sait, provisoirement. Maël Benoliel. Le candidat à la présidence de la FIFA, Michel Platini, mis hors jeu. Sa candidature ne sera même pas examinée, pour le moment en tout cas. C'est le comité exécutif de l'organe suprême du foot mondial qui en a décidé ainsi. Il faut dire aussi que l'ancien numéro 10 de l'équipe de France est toujours sous le coup d'une suspension provisoire de 90 jours pour avoir accepté un paiement différé de 1,8 million d'euros de la part de Sepp Blatter, 9 ans après avoir rempli les fonctions de conseiller de ce dernier entre 1999 et 2002. Bon allez, on va travailler un peu messieurs, d'accord ? La candidature du triple ballon d'or ne pourra donc pas a priori être prise en compte avant le 5 janvier, date de l'expiration de sa suspension, à moins que cette dernière soit levée d'ici là, alors que Michel Platini a fait appel. L'élection à la présidence de la FIFA est toujours maintenue au 26 février prochain. Pour l'heure, seuls Michel Platini et le prince Ali ont déposé leur candidature à la succession de Sepp Blatter, lui aussi suspendu pour la même affaire. Mais seul le Jordanien est à ce jour certain de pouvoir briguer la présidence. L'ancien meneur de jeu de la Juventus de Turin juge honteux d'être traîné dans la boue, alors qu'il considère que cette affaire n'en est pas une. Par ailleurs, le comité exécutif a proposé 2 réformes pour encadrer l'élection du successeur de Sepp Blatter. Une limite d'âge de 74 ans pour les candidats et l'interdiction de passer plus de 12 ans à la tête de l'organisation. Dans un instant, on parlera de la situation en Syrie avec les premiers soldats russes tués au combat aujourd'hui dans les combats du côté de l'attaqué. Et on vous parlera également d'une patrouille israélienne renforcée à la frontière libanaise. A tout de suite. La vague d'attentats anti-israéliens s'est déplacée en Cisjordanie aujourd'hui. Un Israélien tué et 3 blessés dans des attaques près de Hebron et dans le Gush Etzion. Les Palestiniens veulent demander à l'UNESCO de faire reconnaître le mur des lamentations comme partie intégrante de la mosquée Al-Aqsa, colère d'Israël, alors que plusieurs pays d'Europe se montrent également hostiles à cette résolution. L'élection du président de la FIFA aura bien lieu le 26 février prochain, mais pour l'instant, la candidature de Michel Platini ne sera pas examinée en raison de sa suspension provisoire. En Syrie, un accord aurait été trouvé ce soir entre les États-Unis et la Russie pour éviter tout incident dans le ciel. Le bilan des bombardements russes depuis le début de l'intervention de Moscou dans ce conflit se montrait d'ailleurs à près de 400 morts. Les Russes qui auraient peut-être d'ailleurs déploré leur premier soldat tué. Tout de suite, les explications de Joseph Emmanuel. Des dizaines de milliers de Syriens fuient leur maison
poussés à l'exode face à l'offensive des forces du régime. Cette offensive est très fortement appuyée par l'aviation russe. Nous sommes dans le sud d'Alep. Les raids de l'armée russe auraient tué près de 400 personnes, dont de nombreux civils. 3 semaines d'intenses bombardements russes, et les cibles sont essentiellement les rebelles qui combattent Bachar el-Assad. L'aviation russe sillonne le ciel sans relâche et mène des raids à chaque heure et à chaque minute. L'arrivée de la Russie sur le champ de bataille a rendu une guerre très complexe, plus complexe encore. Car si Moscou affirme frapper de la même façon les extrémistes du groupe État islamique et les autres mouvances djihadistes, l'opposition syrienne, comme les pays qui la soutiennent, accuse la Russie de cibler en priorité les rebelles, et ce, pour faire survivre le régime de Bachar el-Assad. Ces combattants font partie des rebelles anti-régime. Comme dans plusieurs régions, ils tentent de défendre leur position. Nous sommes ici dans le village de Khan Touman, tout près d'Alep. La province d'Alep est aujourd'hui quasi entièrement aux mains des djihadistes. Le front Al-Nusra, où le groupe État islamique se partage la région. Une route est encore sous le contrôle du régime. Elle permet d'approvisionner les quartiers d'Alep encore sous son emprise. Mais l'intervention russe a revigoré les troupes de Bachar el-Assad et beaucoup pensent que la carte du conflit est sur le point de changer. Le conflit syrien s'est déclenché en mars 2011 par la répression de manifestations populaires, un conflit qui a causé la mort de plus de 250 000 personnes. 4 millions de Syriens se sont réfugiés dans les pays voisins et 7 millions ont été déplacés. Alors, face à l'intensification des combats en Syrie, Israël augmente également sa vigilance aux frontières nord, Syrie et Liban. Reportage justement avec l'une des patrouilles de l'armée à la frontière libanaise, Maxime Pérez. Zarit, c'est aux abords de cette petite localité israélienne frontalière qu'avait éclaté la deuxième guerre du Liban en 2006. Depuis, la région connaît sa plus longue période d'accalmie. On ne voit rien se profiler à l'horizon, il n'y a aucun signe alarmant à la frontière, c'est une période de routine. À vrai dire, on se soucie plus de la situation à l'intérieur du pays avec cette vague de terrorisme. Ça pèse sur la sécurité de nos soldats quand ils se rendent à la base ou sortent en permission. À quelques encablures de là, le décor est planté. Un drapeau du Hezbollah au pied de cette position israélienne, collé au sud Liban. Nous sommes autorisés à y pénétrer. Il y a des violations du cessez-le-feu qui sont visibles à l'œil nu. Parfois ce sont des civils, parfois des hommes armés du Hezbollah, comme c'était le cas jusqu'à la dernière guerre du Liban. À chaque violation de la résolution 1701, l'armée israélienne s'en remet à la finule. La force d'interposition onusienne sillonne régulièrement la ligne bleue qui sépare Israël du Liban, mais elle évite de s'aventurer dans les villages du sud Liban. À l'horizon, Haïta et Shahab, un bastion du Hezbollah. Cette localité de 8000 habitants est l'un des principaux réservoirs de miliciens chiites envoyés en Syrie. Une guerre douloureuse pour le village qui enterre régulièrement ses martyrs. Depuis 3 ans qu'il est engagé dans des combats aux côtés du régime d'Assad, le Hezbollah aurait perdu plus d'1 millier d'hommes. Cette réalité explique en partie le calme actuel à la frontière nord. Pour preuve, l'élimination en janvier de Djihad Mournier près de la ville syrienne de Kouneitra. Ce raid attribué à l'aviation israélienne n'a entraîné qu'une riposte mesurée du Hezbollah. Une riposte mesurée, mais pas la guerre. Le Hezbollah veut nous donner l'impression que la guerre en Syrie n'a pas d'impact sur lui. La seule raison pour laquelle il a riposté la fois dernière, c'est pour nous transmettre le message qu'il est toujours bien présent ici. Mais comme la plupart des 200 villages chiites du sud Liban, Haïta et Shahab abritent une quantité astronomique de roquettes pointées sur Israël, de bunkers et de postes de commandement. Ces infrastructures constituent autant de pièges à venir pour les forces de Tsahal. Pour l'instant, le calme règne, mais tout peut venir par surprise. Ce qui est très particulier ici, c'est qu'on doit faire face à une puissante organisation. La moindre erreur commise peut entraîner une guerre. Bientôt 10 ans que la frontière israélo-libanaise connaît un calme relatif. Paradoxalement, la menace posée à l'armée israélienne n'a jamais paru aussi complexe et sophistiquée.
Pour Tsahal, nul doute que le réarmement massif du Hezbollah opéré ces dernières années promet une prochaine guerre redoutable. L'UNESCO doit examiner demain une demande de résolution palestinienne présentée par plusieurs pays arabes visant à inclure le mur des lamentations dans le complexe musulman de la mosquée d'Al-Aqsa. Évidemment, en pleine vague d'attentats en Israël, eh bien cela soulève la colère du gouvernement israélien. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord les explications de Julia Guénancia. Nouvelle offensive diplomatique des Palestiniens devant l'UNESCO. Une résolution sera présentée ce mercredi à l'organisation dans le but d'incorporer le mur occidental à Al-Aqsa. Ce mur occidental, appelé aussi mur des lamentations, c'est tout ce qu'il reste du complexe du Second Temple. Détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ, c'est aussi une partie du mur de soutènement qui entoure le complexe d'Al-Aqsa, troisième lieu saint dans la tradition musulmane. Un nombre limité de visiteurs juifs sont admis sur l'esplanade, mais il est interdit d'y prier, une règle que l'autorité palestinienne estime bafouée. Ces derniers jours, l'assaut agressif israélien contre notre population et notre terre et ses lieux saints s'intensifie. Et le racisme montre son visage le plus laid. L'occupation est laide. Elle menace la paix et la stabilité et menace de susciter un conflit religieux qui enflamme non seulement la région, mais aussi le monde entier. La proposition a été soumise au Conseil exécutif de l'UNESCO par 6 États arabes, l'Algérie, l'Égypte, le Koweït, le Maroc, la Tunisie et les Émirats arabes unis, au nom des Palestiniens. De son côté, Israël s'emploie à faire échouer la proposition. Le ministère des Affaires étrangères travaille en collaboration avec les pays alliés et avec des responsables de l'UNESCO afin de contrecarrer l'effort palestinien. En attendant, le Premier ministre israélien se veut rassurant. Malheureusement, tout cela vient des incitations du Hamas, de l'autorité palestinienne et du mouvement islamiste en Israël qui ont répandu un mensonge. Celui qu'Israël était en train d'essayer de faire changer le statu quo sur le mont du Temple. Nous sommes les garants de ces sites sacrés musulmans. Le combat que les Palestiniens ont engagé sur la scène internationale semble être entré dans une nouvelle étape, mais peu de chances que cette dernière manœuvre aboutisse. Dans un communiqué publié ce mardi sur le site internet de l'UNESCO, la directrice générale déplore cette récente proposition au motif qu'elle pourrait aviver les tensions. Alors, pour en parler avec nous dans ce studio, Emmanuel Navon, bonsoir, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Bonsoir, Yigal Palmor. Vous avez été le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Et Daniel Sheikh, bonsoir à vous, ancien ambassadeur d'Israël en France. Alors, quelle est la stratégie? Parce qu'on ne comprend pas bien finalement dans une période où on se dit qu'il faut respecter le statu quo, ce que les Palestiniens réclament. Quelle est la stratégie poursuivie avec une telle résolution, Yigal Palmor? Je crois que c'est très simple. Dans les institutions internationales, les Palestiniens mènent une campagne depuis longtemps pour obtenir des avantages, pour obtenir une reconnaissance. Et à l'UNESCO, notamment, ils ont obtenu un succès retentissant lorsqu'ils ont été admis en tant qu'État il y a quelques années avec l'aide active du président français, n'est-ce pas, Nicolas Sarkozy. Une fois qu'ils ont été admis, ils n'ont eu de cesse de faire passer des résolutions comprenant dans le patrimoine islamique ou arabe ou de l'humanité ou sous tutelle palestinienne, des sites et des lieux. Et là, je crois que ça fait simplement partie de cette campagne qui vise à placer les Palestiniens au centre de tout ce qui se passe, je dirais, sur la grande Palestine, dans les résolutions de l'UNESCO qui octroierait par là même une certaine reconnaissance et une légitimité aux exigences palestiniennes. Ouais. On peut y voir une provocation, à votre avis, ou pas, Daniel Sheikh? Vous savez, puisque l'UNESCO a vu passer des résolutions plus bizarres que celle-ci encore, je ne vois pas en quoi celle-ci est plus provocante que d'autres. Mais je pense que venant des mêmes pays qui exigent le respect du statu quo de manière tellement véhémente et bruyante depuis quelques semaines, c'est évidemment, ça enlève un peu la crédibilité de cette exigence. Mais je pense que Yigal Palmor a raison. C'est un moyen pour faire parler d'eux, faire parler des sujets qui les intéressent. Et puis, ma foi, vous savez, la diplomatie dans les organisations internationales, c'est comme un jeu d'échecs. On bouge un pion, on sacrifie un autre, on recule avec celui-ci.
Donc ça peut être un pion avancé sans véritablement penser qu'il servira à quelque chose, mais pour l'enlever, on peut demander un prix sur un autre dossier, par exemple. Emmanuel Navon? Je ne pense pas qu'il s'agit d'une volonté de reconnaissance. Ça fait partie de la stratégie et de la diffamation palestinienne depuis des années. Il faut bien comprendre qu'à l'UNESCO, comme d'ailleurs à l'Assemblée générale des Nations unies, les Palestiniens jouissent de cette majorité automatique depuis les années 70. Et si on parle de l'UNESCO, vous savez, dans les années 70, il y avait ce rituel à l'UNESCO où l'Assemblée de l'UNESCO envoyait un spécialiste de l'archéologie dans la vieille ville de Jérusalem, qui s'appelait le professeur Lemaire, pour prouver, entre guillemets, qu'Israël détruisait les mosquées. À chaque fois, il revenait en disant c'est faux, Israël protège les lieux saints, et l'Assemblée générale de l'UNESCO ignorait tout simplement son rapport. Et ils ne font qu'utiliser cette majorité. D'ailleurs, regardez quels sont les pays qui ont soumis cette résolution. C'est uniquement des pays arabes. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mythe selon lequel le mur des lamentations fait partie des mosquées, c'est un mythe qui n'est pas nouveau. Il avait été inventé par Haj Jamil al-Husseini dans les années 20, qui avait affirmé tout d'un coup, en voyant les Juifs importer des tables et des chaises au mur des lamentations, qu'il s'agissait de Al-Burak, à savoir là où Mohamed aurait attaché son cheval ailé, alors qu'aucun docteur de la loi islamiste ne l'avait affirmé jusque-là. Et bien qu'il avait déclaré le mur des lamentations faisant partie du Waqf, il en avait fait un dépotoir d'ordures et d'excréments. Donc on se pose la question effectivement de l'authenticité de cette théorie. Et puis cela a été repris par Arafat, qui avait déclaré à l'époque que le mur de lamentation c'est Al-Burak et cela fait partie des mosquées, etc. Donc Mahmoud Abbas ne fait que répéter cette mythologie. Mais encore une fois, ce déni de l'histoire juive, cela fait partie de la propagande palestinienne, de cette campagne d'incitation qui a commencé en accusant Israël et les Juifs de souiller la mosquée d'Al-Aqsa, qui n'a fait que reprendre encore une fois la mythologie de Al-Husseini dans les années 20. Cela va dans la ligne directe de la propagande palestinienne qui, encore une fois, s'appuie sur sa majorité automatique à l'UNESCO et à l'Assemblée générale qui existe depuis plus de 40 ans. Alors vous avez entendu ce qu'a dit Ban Ki-moon ce soir, hein, il a dit aucune initiative unilatérale n'a de chance d'aboutir, il faut que les deux parties, ça ne viendra que d'elles, se remettent autour de la table des négociations. C'est la seule solution pour vous aussi, Yigal Palmore, mais on en est loin. C'est convenu, il faut pour résoudre un conflit que les deux parties du conflit se parlent et trouvent un arrangement. Je crois que c'est une vérité de la palisse parce qu'aucune partie ne pourra imposer à l'autre un accord, un arrangement ou je ne sais pas, une sorte de paix imposée. Ça n'existe pas. Bien sûr qu'il faut qu'on se parle, ça c'est évident. La seule question est de savoir dans quel terme et sur quoi exactement, sous l'autorité de qui, et qui pourra garantir que c'est pour parler qui aboutirait peut-être à un résultat, apporteront un résultat qui pourrait être imposé, puisque évidemment si on parle d'un grand plan de paix entre Israéliens et Palestiniens, on n'en est pas là, mais si vous voulez qu'on en parle, eh bien qui pourrait l'imposer à Gaza? C'est une question légitime. Donc il y a beaucoup de grandes questions très lourdes qui n'ont pas été soulevées par Ban Ki-moon. Je crois qu'il est venu avec quelques formules simples, mais je crois que son objectif est beaucoup plus modeste. Je ne crois pas qu'il aspire à renouveler les grands pourparlers de paix israélo-palestinien, mais simplement à aider à ramener le calme là tout de suite à Jérusalem. Il a peut-être quelques idées qu'il n'a pas révélées. Il cache peut-être quelques formules secrètes ou quelques plans astucieux dans son sac. On le verra. Il va parler aux Jordaniens, il va parler aux Palestiniens. On verra s'il y a quelque chose derrière cette visite éclair ou si ce n'est qu'une visite par volontarisme, par volonté d'être présent, d'être visible et montrer que l'ONU fait quelque chose. On verra bien. Daniel Tchek, vous avez l'impression que... Je serais moins poli, je suis désolé, mais quand Ban Ki-moon parle comme ça, moi je m'endors. Honnêtement, je trouve ça nul. C'est-à-dire, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Évidemment, il faut se parler, il faut que tout le monde s'aime. Oui, c'est clair. Mais est-ce que les Nations Unies, avec l'histoire de leur implication, de leur capacité de s'impliquer dans notre conflit, est-ce que les Nations Unies sont véritablement l'acteur international pour provoquer cette reprise? Je m'en doute. D'ailleurs, je trouve que nous sommes ici victimes, comme souvent, de deux vérités. La première, c'est que des leaders faibles sont la plupart du temps incapables de prendre des grandes décisions, et reprendre les négociations, c'est une grande décision. Il y a une faiblesse chez les Palestiniens, il y a une faiblesse relative de notre côté, puisque Benjamin Netanyahu est à la tête d'une
coalition qui ne le soutient pas entièrement et qui repose sur une minime majorité. La deuxième vérité, encore plus triste, c'est que depuis des décennies, nous sommes dans un cercle vicieux où dans l'esprit des gouvernements israéliens et d'ailleurs du public israélien aussi, on ne négocie pas sous la pression de la violence, ce qui paraît légitime, mais quand il n'y a pas de violence, qu'est-ce qui presse? Pourquoi négocier? Et donc on se trouve dans des situations où, d'une part, il n'y a pas de motivation quand tout est calme, et d'autre part, quand il y aurait une motivation, il y a cette règle, on ne parle pas sous pression de la violence. Je ne suis pas d'accord. D'abord, Israël a négocié sous la violence à de nombreuses reprises, et quand il n'y a pas de violence, la société israélienne dans son ensemble, dans sa majorité, est non seulement pour une solution, mais a intérêt à avoir une solution. Et de l'autre côté, vous avez une société, on le voit tous les jours aujourd'hui, qui glorifie la mort et le meurtre de juifs, qui définit le meurtre d'innocents juifs comme un commandement religieux, verser son sang pour Allah. Donc c'est pas qu'il y a un manque de volonté du côté israélien, bien entendu qu'il y a une volonté, mais il y a là, et là je rebondis sur ce que vous avez demandé sur Ban Ki-moon. Le problème de Ban Ki-moon, c'est qu'il est secrétaire général d'une organisation des Nations Unies qui ne représente pas une certaine famille idéologique de pays, mais tous les pays de la planète. Et par conséquent, il ne représente rien, parce qu'il n'y a pas de communauté internationale. C'est un oxymore, et par conséquent, par définition, il adopte toujours et systématiquement une position de relativisme moral et de middle ground, du centre, et il n'accuse personne, il a toujours un relativisme absolu, et par conséquent, il n'est pas crédible. Et là-dessus, je reviens sur ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de symétrie possible entre une société qui a le culte de la mort et une société occidentale qui a un intérêt économique évident à avoir un accord et à payer un certain prix, mais de l'autre côté, ce prix n'a aucune relevance puisque c'est un combat idéologique et religieux de l'autre côté. Et ça, il faut le rappeler. Alors on a vu ce soir que Mahmoud Abbas, eh bien lui évidemment c'est pas une surprise, mais il dit que finalement ce sont les Israéliens qui sont responsables de cette vague de violence parce qu'ils ont rendu, je cite, la vie insupportable aux Palestiniens qui vivent sous occupation. Il y a toujours ce même narratif de part et d'autre, on n'en sort pas finalement? Oui, bien sûr que ce sont les Israéliens qui sont coupables. Que voulez-vous qu'ils disent d'autre? On s'attendrait à bien moins, n'est-ce pas? Bon, maintenant sérieusement, les Palestiniens qui sortent dans la rue pour affronter les forces de police ou qui sortent avec des couteaux ou encore avec des armes à feu, quand on les entend, ils ne disent jamais « j'ai fait ça à cause de l'occupation » ou parce que la vie à Jérusalem-Est est devenue insupportable, parce que la mairie n'a pas nettoyé dans la rue ou je n'ai pas de permis de construire. Tous ces griefs sont certains, ils existent et dans une certaine mesure, ils sont valables, mais ce n'est pas ce qu'on entend de la bouche de ceux qui créent aujourd'hui la violence dans la rue. Eux, ils n'ont qu'un mot à la bouche, Al-Aqsa. Alors, il faudrait tenir un discours de vérité. S'il y a une violence aujourd'hui, ce n'est pas à cause de tous les problèmes réels, moitié réels ou imaginaires que nous connaissons. Ce n'est pas à cause de tous les griefs et les plaintes que nous connaissons. C'est à cause d'une seule chose, Al-Aqsa, et c'est ce qui nous mène à la conclusion que si les gens, maintenant, si la situation s'est détériorée de la manière dont elle l'a faite, c'est parce que quelque chose a poussé ces gens, au nom d'Al-Aqsa, d'avoir recours à la violence. Et on voit bien une motivation religieuse ou une ferveur nationaliste religieuse derrière tout ça. Après, évidemment, on peut ajouter à ce mouvement l'insatisfaction et le désespoir général, si on veut, mais ce n'est pas cela qui a poussé les gens dans la rue. Et ça, il faut être bien clair dans l'analyse de ce qui se passe. Il faut dire que les gens sont là pour Al-Aqsa parce que, pense-t-il, Israël est en train de détruire Al-Aqsa. Ouais. D'autant qu'aujourd'hui, Netanyahou a dit, Daniel Sheikh, ça doit vous faire réagir quand même, que les premiers ministres de gauche avant lui avaient beaucoup plus construit d'implantations que lui. Il a donné des chiffres. Donc finalement, ça dépend à qui il parle, parce qu'une semaine avant, il s'est vanté d'avoir construit plus que tout le monde depuis 2 ans, mais je ne vais pas rentrer dans cette guerre des chiffres, d'ailleurs je la trouve inintéressante. Une fois n'est pas coutume, je vais donner raison à mon ami Emmanuel Navon. Je me suis trompé. Il y a un risque. Non, pour dire que, pour rebondir sur ce que dit Igal, représentant une société et une moralité qui rejette le culte de la mort,
je ne peux pas accepter une explication rationnelle, religieuse, passionnelle, émotionnelle ou autre pour sortir dans la rue et poignarder le premier passant qu'on rencontre simplement parce qu'il est juif. Il n'y a aucune... Ça ne rime à rien dans mon esprit. Donc toutes ces explications, j'ai fait ça à cause de ça, j'ai fait ça à cause d'Al-Aqsa, j'ai fait ça à cause de la pauvreté de ma tante, etc. Ça ne marche pas. Cela dit, ça ne change rien à l'obligation de l'occupant israélien de traiter de manière équitable les citoyens palestiniens, certainement ceux de Jérusalem qui sont en fait annexés à l'État d'Israël, qui sont sous l'entière responsabilité de l'État israélien et surtout de la municipalité de Jérusalem. Et personne ne peut contester qu'il y a un fossé dans le degré d'investissement dans la vie de tous les jours des citoyens juifs par rapport aux citoyens palestiniens. C'est une faute qu'il faut corriger, pas pour apaiser maintenant la violence, parce qu'il faut le faire, parce que c'est comme ça qu'il faut faire quand ce sont vos citoyens. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Il faut bien comprendre que les habitants arabes de Jérusalem, qui depuis 1967 ont le statut de résident et ont le droit de demander la citoyenneté, beaucoup la demandent et l'obtiennent, mais à chaque fois qu'ils voient, quand il y a des processus de négociation et que on a semblé s'approcher dans le passé d'un accord, ils se sont précipités pour demander cette citoyenneté pour rester du côté israélien. Parce qu'ils savent, eux, ils votent avec leurs pieds. Ils préfèrent être du côté israélien en dépit de ce que vous décrivez. Maintenant, en ce qui concerne... Mais est-ce que ça justifie de les maltraiter, de les traiter moins bien que vous ou que Igal qui habite à Jérusalem? La mairie de Jérusalem aujourd'hui, le maire de Jérusalem fait beaucoup pour qu'il y ait une égalisation. Il fait beaucoup plus que les autres, mais certainement pas assez. En tout cas, eux votent avec leurs pieds. Maintenant, sur la question que vous avez posée sur les chiffres, sur la reconstruction... Pour le moment, ils votent avec leurs poignards, pas avec leurs pieds. Mais ça, c'est aussi à cause de cette incitation. Maintenant, vous avez posé la question des constructions des chiffres. Ces chiffres existent. D'ailleurs, je vous invite à lire demain ma colonne hebdomadaire sur le site de I24 News, où il y a des chiffres du bureau des statistiques israéliens qui prouvent effectivement que sous Netanyahou, depuis 2006, il y a eu 20% de construction en moins dans les territoires que sous ses prédécesseurs, dont Ehud Olmert. Je suis sûr qu'il en est très fier. Mais c'est un fait. Entre parenthèses, ce sont des données objectives. Et par conséquent, lorsque John Kerry dit « Ah oui, il y a un désespoir à cause de la colonisation parce que cela a augmenté énormément ces dernières années », ça a diminué ces dernières années, mais bien entendu, encore une fois, mettre ces meurtres sur le compte de la construction, c'est une aberration. Donc l'erreur de John Kerry est double. D'abord, il se trompe sur la raison de la violence et il se trompe sur les chiffres. Et ben voilà, merci pour cet éclairage. Merci Emmanuel Navon, merci Gaël Palmore, merci à vous Daniel Sheikh. On va maintenant évoquer ce qui se passe en France aujourd'hui avec cette tribune politique dont a profité Marine Le Pen. C'est pas eh bien, le pupitre d'un meeting électoral, mais tout simplement la barre du tribunal où elle comparaissait pour avoir comparé les prières des musulmans dans les rues en France à l'occupation nazie. Julia Guénancia. Tailleur noir et chemisier gris, Marine Le Pen est convoquée devant la 6e chambre du tribunal de grande instance de Lyon, prise d'assaut pour l'occasion. Tout sourire face à la foule de journalistes qui l'attend devant le bâtiment et bien entourée de son service d'ordre. La présidente du Front National se dit victime d'une persécution judiciaire. Elle dénonce une manœuvre politique menée par le gouvernement. Ceux qui me traînent devant le tribunal correctionnel prennent la responsabilité de cela. Voilà, de la violation de la liberté d'expression dans notre pays et de la tentative d'empêcher une responsable politique qui représente des millions de Français de soulever des sujets qui sont des sujets essentiels pour notre liberté individuelle, pour l'autorité de l'État, pour la défense de la laïcité, pour la défense de la loi. L'affaire remonte à décembre 2010. Marine Le Pen est alors en campagne pour la présidence du Front National face au Lyonnais Bruno Gollnisch. Lors d'une réunion publique avec des militants lyonnais, elle compare les prières de rue de musulmans à l'occupation nazie sous les applaudissements. Une provocation verbale rare chez elle qui lui vaut sa première convocation à la barre pour provocation à la discrimination, à la violence ou à la haine envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion.
L'avocat de la prévenue veut démontrer que ce terme n'a aucune connotation Ce infractionnelle. dossier se résume à en fait, la dénaturation du sens et de la portée des propos tenus par Marine Le Pen ce 10 décembre 2010 dans un but qui est en fait un but militant. Il ne faut pas oublier quand même que le parquet avait classé sans suite ces poursuites. C'est rare en la matière, c'est très rare en la matière. L'Observatoire national contre l'islamophobie du CFCM s'est constitué partie civile aux côtés de 3 autres plaignants. Le collectif contre l'islamophobie en France, le MRAP et la Ligue judiciaire de défense des musulmans. La LICRA compte demander en séance rejoindre le rang des parties civiles. Le MRAP lutte contre toutes les discriminations et ne pouvait pas laisser passer de tels propos scandaleux de Madame Le Pen qui compare des gens qui font la prière de façon pacifique dans les rues tout simplement parce qu'ils n'ont pas de salle de prière ou que leurs salles sont trop petites à une armée d'occupation qui a fait des millions de morts. Marine Le Pen encourt 1 an de prison et 45 000 € d'amende, mais le procureur demande sa relaxe. Et puis notez ce fait divers à Corbeil, près de Paris. Aujourd'hui, une policière municipale a été attaquée par un homme muni d'un couteau. Elle a riposté avec son arme et l'a abattu. L'homme qui présentait, semble-t-il, des troubles psychiatriques est mort peu après des suites donc, de ses blessures par balle. Une enquête évidemment a été ouverte. On va se retrouver dans une dizaine de minutes pour parler économie avec cette amende record infligée au Crédit Agricole aux États-Unis pour violation des embargos concernant l'Iran et puis également de l'incitation sur les réseaux sociaux liée à la vague d'attentats en Israël, incitation palestinienne et puis interprétation également dans les médias avec 2 experts qui seront avec nous. Dans un instant, le journal complet. Retour sur l'actualité avec Julien Baloul. À tout à l'heure. Retour du Grand Direct, on va parler économie tout de suite. Lionel Friedfeld est avec nous, bonsoir. Bonsoir Charles. Analyste financier. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, il y a cette amende record que la banque Crédit Agricole va devoir payer aux États-Unis. Effectivement, la banque française va devoir payer quasiment 800 millions de dollars. On s'en souvient, l'année dernière, en juillet 2014, BNP Paribas avait déjà payé 8,9 milliards de dollars, toujours au régulateur américain. Cette fois-ci, c'est pour les mêmes faits. C'est pour justement, il y avait un embargo sur certains pays comme l'Iran, comme Cuba, comme le Soudan. En fait, très simplement, le Crédit Agricole a transféré près de 16 milliards de fonds dans ces pays alors que c'était interdit. Et voilà donc la punition qui est tombée au moment d'ailleurs où les sanctions sont levées, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est l'ironie du sort, vous le dites Lionel. Alors parlons maintenant de Volvo, le constructeur suédois qui se sépare de sa division informatique. Alors effectivement, enfin, c'est la partie camion qui va vendre sa division informatique au géant indien HCL Technologies. En fait, il va y avoir près de 2600 personnes qui vont passer de chez Volvo à HCL Technologies. Tout ça, c'est fait pour augmenter en fait la rapidité, mais surtout pour abaisser les coûts de production, notamment dans tout ce qui est IT. Il faut savoir que cette division d'IT gérait l'IT de Volvo, mais également de d'autres sociétés, par exemple comme H&M. Et en fait, HCL, qui est le leader notamment de l'outsourcing en Inde, fait près de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dont 50% aux États-Unis. Et avec cette acquisition, ils vont développer leur franchise en Europe. Ah, donc il n'y a pas que les Chinois qui investissent effectivement, à l'étranger. Pays émergents, Chine et puis Inde également. Merci Lionel Friedfeld. Il ne sera resté qu'1 an en prison. L'athlète handicapé Oscar Pistorius, condamné pour avoir tiré et tué son ex-petit ami, est sorti de prison la nuit dernière. Il est désormais assigné à résidence car il reste toujours sous le coup de cette condamnation. Maël Benoliel. Un petit tour et puis s'en va. Après seulement 1 an de détention, Oscar Pistorius est sorti de prison ce mardi. L'ex-champion paralympique a été libéré de façon anticipée quasiment 1 an, jour pour jour, après sa condamnation le 21 octobre 2014 à 5 ans de réclusion pour l'homicide involontaire de sa petite amie Riva Steenkamp en 2013. Le Sud-Africain se retrouve désormais assigné à résidence chez son oncle Arnold à Pretoria. Il entre simplement dans la phase suivante de sa peine, qui servira selon les strictes conditions déterminées par la surveillance correctionnelle. La famille soutiendra Oscar jusqu'à la fin de sa peine de 5 ans, ordonnée par le juge, et il respectera strictement les conditions du comité de probation et des services correctionnels.
Cette sortie anticipée n'a rien d'exceptionnel et Oscar Pistorius n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur. La loi sud-africaine prévoit en effet qu'un condamné pour homicide involontaire puisse sortir après avoir purgé 1/6 de sa peine. 60 000 condamnés sont sous le même régime à l'heure actuelle en Afrique du Sud. L'ex-athlète s'apprête donc à purger les 4 ans qui lui restent sous stricte surveillance. Dans le même temps, il va devoir accomplir des travaux d'intérêt général. Une décision de justice qui ne change rien pour la famille Steenkamp. Ils vont très bien compte tenu des circonstances. Cela n'a pas d'importance pour eux qu'il ait été libéré plus tôt. June m'a dit que cela ne faisait aucune différence dans leur vie. Rien ne fera revenir Riva, il aurait été libéré de toute façon. Mais la justice sud-africaine n'en a pas fini avec Oscar Pistorius. Le parquet a en effet fait appel de sa condamnation pour homicide involontaire. Il a demandé à ce que les faits soient requalifiés en meurtre. Son procès en appel à la demande du ministère public débutera le 3 novembre prochain. Un procès à l'issue duquel l'ex-sprinter amputé des 2 tibias pourrait retourner derrière les barreaux. Retour à présent sur cette vague d'attentats qui frappe Israël et qui a fait, selon un dernier bilan d'ailleurs, 10 victimes, encore une aujourd'hui, dans le Gush Etzion et 112 blessés côté israélien. La guerre des images, justement, c'est l'un des aspects de cette vague d'attentats. On se rappelle de ces vidéos prises et montrant ces scènes particulièrement violentes d'attentats comme ici à Jérusalem. Comment sont-elles interprétées de part et d'autre? Quelle interprétation en donner? Et surtout, comment cela se retrouve-t-il ensuite dans le traitement médiatique de cette vague d'attentats? C'est l'une des questions importantes car des titres peuvent être particulièrement différents que l'on soit en Israël ou en Europe, comme vous le voyez, ou aux États-Unis, ici avec ces titres de CNN, où l'on insiste plus parfois sur les victimes palestiniennes que sur les victimes elles-mêmes des attentats. On va parler de cette sorte de guerre de propagande qui oppose Israéliens et Palestiniens, notamment sur les réseaux sociaux. On est ici avec Pierre Rehov. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisateur de documentaires. Vous avez notamment réalisé un documentaire sur le mouvement de boycott organisé par BDS contre Israël, et puis un autre sur la manière dont Israël a été accusé d'avoir tiré sur des civils lors de l'opération à Gaza. On va en parler avec vous. On est en ligne également avec Jérémy Mani, qui est le PDG de la société Netino à Paris. Bonsoir. Jérémy. Bonsoir. Alors, votre société s'occupe de modérer justement sur les réseaux sociaux tout ce qui concerne ces débats, notamment liés au conflit israélo-palestinien et le traitement médiatique justement qui est réservé, puisque ce sont sur des sites de médias que vous intervenez. Est-ce que vous avez noté justement une violence particulière dans les réactions justement liées à cette vague d'attentats? Est-ce qu'on peut comparer ça à la guerre de Gaza l'an dernier ou aux précédentes intifadas? Ça crée les mêmes débats, la même passion dans les débats? Oui, alors déjà ce qu'on peut dire, c'est que le conflit israélo-palestinien, c'est un peu le cauchemar du modérateur ou des modérateurs que nous sommes. C'est un sujet qui est globalement complexe à modérer, du fait des volumes qui sont élevés en commentaire et puis la virulence des propos. La particularité de cette vague-ci, on va dire, de commentaires et d'actualité, c'est qu'elle est de plus en plus amplifiée par Facebook, notamment les réseaux sociaux, parce que les médias que vous avez cités sont eux-mêmes de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Le Monde, France Télévisions, l'Express, le Figaro, etc. ont des pages Facebook qui font désormais 1 million, 2 millions de fans et n'hésitent pas à publier 2 à 3 fois par heure leurs meilleurs articles sur les réseaux sociaux. La conséquence de ça, c'est qu'on a affaire à des nouveaux types de commentateurs, on va dire, des gens qui sont peut-être plus impulsifs, qui n'auraient pas été forcément spontanément sur les médias que je vous ai cités, en tout cas sur leur site web, mais qui, étant présents sur Facebook, voient, parce qu'un de leurs amis a commenté ou liké, comme on dit, l'article, voient le titre que vous avez évoqué tout à l'heure, voient ces articles-là et donc réagissent de façon impulsive, et ça c'est valable pour les deux camps. Donc ça crée énormément de crispation. Alors, on reste avec nous, Jérémy Mani, Pierre Rehov, votre avis justement sur la manière dont cette guerre des images, là justement, est interprétée. Par exemple, ces images d'attentats dont on pourrait dire qu'elles sont sans ambiguïté, pourtant elles donnent lieu à interprétation, notamment les Palestiniens qui retournent cela à leur avantage. Bien sûr, bon, que les Palestiniens retournent cela à leur avantage, ça me paraît un peu normal, ils font leur travail quelque part. Maintenant que la presse internationale prenne pratiquement systématiquement, en tout cas dans bien des cas, le parti des Palestiniens en allant jusqu'à retourner l'information au désavantage d'Israël,
Israël lorsque des attentats sont commis contre des Israéliens et qu'ils titrent sur la mort des Palestiniens qui sont des terroristes au moment où ils ont tenté de tuer un Israélien, un Juif. Et parfois, c'est d'ailleurs même pas des Juifs qui tuent, mais simplement des Israéliens dont ils ne connaissent même pas la religion. Au final, dans les médias internationaux, on se rend compte qu'il y a un parti pris, à mon sens, qui est terriblement pro-palestinien. Et ça, je l'ai constaté depuis environ 14 ans que je fais... ça, c'est le résultat quoi? De la campagne, justement, des Palestiniens qui sont très forts pour... Ils sont très très forts d'une part, orienter le traitement médiatique? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'Israël est une démocratie dans laquelle on a le droit de dire ce que l'on veut. Maintenant, si on va travailler dans les territoires palestiniens, on ne peut pas dire ce que l'on veut. Et les journalistes sont pris en main dans les territoires palestiniens à peu près de la même manière que les journalistes ou les touristes étaient pris en main par l'Union soviétique. On ne peut pas filmer ce qu'on veut et on ne peut pas dire ce que l'on veut quand on travaille dans des pays qui sont sous dictature. Jérémy Mani, comment vous expliquez-vous justement cette manière dont est perçue justement la vague d'attentats qui a lieu ici et dont elle est répercutée par les médias internationaux, pas seulement en France, parce que c'est vrai qu'on a des titres qui sont parfois le contraire de ce que les images peuvent vouloir dire? Alors, nous, en tant que modérateur, on va essayer d'avoir une prise de parole peut-être plus neutre, moins engagée, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans les deux camps, s'il y a bien un sujet sur lequel ils sont d'accord, c'est le fait que les médias sont partiaux. Ce qui veut dire que les pro-palestiniens considèrent, et en tout cas écrivent dans la plupart des commentaires qu'on peut lire, que les médias sont sionistes. C'est des termes utilisés, ça ne vient pas de moi, pro-israéliens, ou qu'il y aurait trop de juifs dans les médias, et c'est ce qui expliquerait que les médias sont en faveur d'Israël. Donc vous allez trouver un article qui va vraiment choquer les pro-israéliens parce que, effectivement, quand on dit 3 Palestiniens et une Palestinienne abattus par les autorités israéliennes alors que sont a priori les assaillants, je comprends que ça puisse faire réagir. Mais dans l'autre sens, vous allez avoir sur d'autres articles, d'autres titres, l'autre camp, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, qui va être extrêmement choqué parce qu'il va considérer que, je prends leur propos, ce ne sont pas des terroristes, mais des résistants, et qu'ils ne vont pas se laisser enfermer dans des murs à ciel ouvert. Donc c'est très difficile pour côtoyer énormément de journalistes et de rédactions. Je peux vous dire que beaucoup sont paralysés, et je prends vraiment le terme adéquat, par l'idée d'écrire un article ou faire un tournage là-dessus, parce qu'ils savent que derrière, ça va vraiment être commenté des deux côtés. Et il y a ce souci permanent, alors on peut juger dont l'objectif ne peut ne pas être atteint, mais ce souci permanent d'essayer de donner les deux points de vue et d'essayer d'être le plus équilibré dans l'article. Visiblement, ça ne plaît pas à chacun. Et c'est vrai que ça suscite, c'est sans doute un des sujets qui suscite le plus de réactions, parfois très violentes. Comment vous expliquez justement que des images qui peuvent paraître comme ça, sans ambiguïté, soient retournées Il y a un problème à la base. Le problème est un problème de méconnaissance de l'histoire. Beaucoup de journalistes qui travaillent aujourd'hui sont bombardés dans les territoires palestiniens ou sont bombardés en Israël sans avoir une véritable connaissance de la situation dans son contexte historique. Lorsque les Palestiniens, comme ils sont en train de le faire, veulent affirmer que le mur des lamentations est musulman, lorsque les Palestiniens disent qu'ils sont les habitants d'origine de cette région et que les Juifs n'ont rien à y faire, ce sont des propos qui sont répercutés souvent par la presse qui ignore complètement la réalité du mouvement sioniste, du fait qu'à une époque, les Juifs ont fui les pogroms et ont construit ce pays pour y trouver un abri. Et donc, d'une façon un peu naturelle, et parce que c'est aussi la mode aujourd'hui, on est pro-palestinien aussi par mode, il faut le savoir, ils prennent le parti de ceux qu'ils considèrent comme les plus faibles. Alors si les plus faibles sont des terroristes, ils deviennent automatiquement des combattants de la liberté. Si les plus faibles ont été tués parce qu'ils ont essayé de commettre un attentat, eh bien ils ont été abattus par des forces de police oppressives, etc., alors qu'ils cherchaient simplement à s'exprimer. C'est un peu le point de vue de la presse mondiale. Je l'ai vécu de façon un peu critique à une époque, parce que j'ai commencé à tourner des films, comme vous le savez, il y a une quinzaine d'années, et j'ai été un des premiers à dénoncer ce que je considère comme une pantalonnade, c'est l'affaire de Mohamed Al-Doura, qui,
pour moi, j'en ai la quasi-preuve, n'a jamais été tué par les Israéliens. Je ne suis pas convaincu quand on me dit qu'il n'a pas été tué du tout, et je suis en revanche convaincu qu'il a été tué par les Palestiniens. Or, aujourd'hui, ça reste une icône de la seconde intifada. Qui a d'ailleurs été utilisé lors de cette vague d'attentats pour comparer justement la mort d'un jeune terroriste palestinien de 13 ans. Et on a un exemple encore l'été dernier pendant la guerre à Gaza, où j'ai enquêté et où j'ai repris aussi l'investigation de plusieurs personnes qui étaient très impliquées et très au courant de l'affaire. Même si aujourd'hui l'armée israélienne s'excuse pour cet incident dramatique, j'ai pratiquement la preuve que les 4 gamins qui sont censés avoir été tués par l'armée israélienne pendant la sur le port de Gaza, des images qui ont été... En réalité, l'ont été tués par le Hamas. Et il y a énormément d'éléments qui vont dans ce sens, ne serait-ce que les blessures des enfants, qui sont le résultat de shrapnels, alors que les bombes israéliennes ne contiennent pas de shrapnels. Alors, je voudrais un dernier mot avec vous, Jérémy Mani, parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi l'apparition de ces images qui sont utilisées sur les réseaux sociaux, ces images d'attentats qui sont parfois très, très dures et qui suscitent aussi beaucoup de réactions. Oui, la problématique, elle a été évoquée, mais on peut remonter une étape d'après. En tout cas, chaque camp va utiliser des images les unes contre les autres. Donc là, on va avoir des victimes israéliennes et ça peut mettre mal à l'aise quelques minutes les pro-palestiniens, mais finalement pas très longtemps parce qu'ils vont mettre en exergue d'autres vidéos dans lesquelles on verra des humiliations, des violences, des morts côté palestinien. Alors parfois avec des faux, on le sait, ça circule, des morts qui sont en fait des images qui sont prises en Syrie, parfois avec des tournages d'ailleurs, des faux soldats de Tsahal qui seraient en train d'attaquer des jeunes palestiniens, mais parfois avec des vraies victimes. Et tout le problème, c'est de savoir quelle est l'origine finalement. Et quand on prend l'opération Bordure Protectrice, on a souvent critiqué les médias pour ne pas dire que l'origine de ça, c'était les roquettes. Sauf que les Palestiniens ou les pro-palestiniens vont vous dire oui, mais les roquettes, pourquoi il y en a? Parce qu'on est en territoire occupé, parce qu'on est occupé par les sionistes. Donc on peut remonter très loin là-dessus. Et finalement, je serais tenté de dire, peu importe ce qui est l'histoire réelle, ce qui compte, c'est ce que les gens ont en eux-mêmes et ce qu'ils pensent. Et vous avez une très grande majorité de pro-palestiniens qui sont convaincus qu'ils étaient là avant les Juifs, les Hébreux, comme vous voulez, et qui donc ils sont dans leur droit légitime de défense et qui vont se comparer plutôt à Jean Moulin et la résistance française plutôt qu'à des terroristes. Merci pour ce témoignage, Jérémy Mani. Je rappelle que vous êtes le PDG de Netino, qui s'occupe de modérer les débats sur les réseaux sociaux de nombreux sites de médias en France. Un dernier mot, quelques secondes, Pierre Réchov. Oui, il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi une question de pudeur. Les Juifs ont beaucoup de pudeur par rapport à leur mort, ce qui n'est pas le cas des musulmans, ce qui n'est pas le cas en tout cas des Palestiniens, et ils n'ont jamais hésité à montrer en gros plan les blessures, les cadavres, et toutes ces images sont choquantes. Même moi, et n'importe quel Israélien, n'importe quel Français est choqué par ces images qui sont douloureuses, qui sont dramatiques. Et évidemment, une image vaut 10 000 mots. Lorsque vous montrez un enfant qui a été tué, et que derrière vous avez un général israélien qui vient expliquer que oui, mais c'est pas de sa faute, parce qu'en réalité, dans un contexte, tout a été dit. Et en fait, le cœur du problème, finalement, est là. Merci Pierre Réchov, réalisateur de documentaire. Merci d'avoir été là. Nouveau journal dans un instant avec Julien Baloul. Bonne soirée.